Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Nous sommes donc à l'école alsacienne où nous avons traité avec Jean-Nicolas Bavrez, Jean-Louis Bourlange, Béatrice Gibelin et Lucille Schmitt de deux sujets différents, la COP et la gauche devant la présidentielle. Et nous sommes maintenant dans notre période traditionnelle d'échange avec le public. Première question, s'il vous plaît. Bonjour et merci beaucoup pour la qualité de vos débats. Je voulais vous interroger sur l'articulation entre la question du climat et de la biodiversité et comment faire en sorte que la focalisation sur les questions de climat ne se fasse pas au détriment de la question de biodiversité. On a une COP sur la biodiversité qui va s'ouvrir en Chine. Pourquoi on a deux COP distincts? Comment articuler les deux processus? Merci à vous. Lucille Schmitt. Oui, alors vous avez raison de rappeler qu'il y a deux COP, et même Béatrice Gibelin le disait tout à l'heure, depuis le sommet de la Terre de Rio de 1992, il y a même eu 3 processus qui ont été lancés, c'est-à-dire à la fois la biodiversité et puis la lutte contre la désertification. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2015 à Paris, au fond, la question de la biodiversité n'avait jamais effleuré personne. Et je me rappelle qu'à l'époque, Guillaume Sainteny avait écrit un ouvrage assez remarquable, « Le climat qui cache la forêt ». Depuis, on voit bien que la question de la biodiversité a pris beaucoup d'ampleur. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, la biodiversité est quelque chose qui est palpable. La disparition des espèces, la disparition du végétal, de l'animal, c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus visible, me semble-t-il, que la question climatique, qui reste une question plus technique. Après, il me semble qu'aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, la question de la biodiversité est davantage examinée, vous le savez, qu'auparavant, et que donc il y a déjà cette esquisse d'une sorte de transversalité. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, faire le lien entre biodiversité et questions climatiques et donc énergétiques est très difficile parce que certaines solutions préconisées en matière de lutte contre le dérèglement climatique sont des solutions qui sont mauvaises, qui sont sur la biodiversité. On le voit bien, par exemple, sur le sujet des biocarburants, on le voit sur la question tout simplement de l'utilisation de l'espace, du fait de laisser la nature sauvage par rapport à la question de l'utilisation donc différente de l'agriculture. Moi, je pense qu'il faudrait là-dessus que les entreprises, sans doute, s'engagent très fortement. Je pense qu'il faut évidemment rapprocher les processus de COP et ça se fait davantage. Mais l'enjeu, c'est aussi beaucoup de voir comment est-ce qu'on peut produire en respectant la nature et que la question du rôle des acteurs économiques est essentielle. Et puis, je crois aussi que, quelque part, dans les prises de position de la société, cet enjeu de biodiversité qui est déjà encore perçu comme un sujet très complexe devrait être davantage incité. Par exemple, le Muséum fait avec des ornithologues amateurs un système qui permet de voir comment les espèces d'oiseaux disparaissent ou au contraire se reconstituent lorsqu'on n'utilise plus des pesticides. Je crois que ces programmes de sciences citoyennes devraient être davantage multipliés. Et on est déjà en France un pays où ils existent beaucoup, notamment grâce à FNE, aux ONG, il faudrait y consacrer davantage de financement public. Béatrice Gibelin. C'est ce que je disais, la nécessité de prendre la globalité des écosystèmes. Je crois que quand on a commencé, on a sectorisé et on se rend compte de plus en plus que cette sectorisation est presque un handicap si on n'arrive pas à la dépasser. Et je reviens sur l'idée qu'il faut effectivement, comme vient de le dire Lucie, partir de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on ait conscience de la complexité des écosystèmes, mais que cette complexité ne doit pas nous décourager, mais doit sans doute aussi pouvoir nous mobiliser. Et je crois que cet apprentissage, si vous voulez, d'une science citoyenne, je ne dirais pas une écologie citoyenne, mais d'une science citoyenne comme elle peut se faire, est un élément majeur pour pouvoir avancer là-dessus. Je reviendrai sur le Brésil, si vous voulez, où effectivement la politique de Bolsonaro, qui appuie évidemment les grands propriétaires terriens, éleveurs, parce que c'est essentiellement ça, mais aussi de producteurs de soja ou autres, mais on a une réaction au niveau de l'opinion publique brésilienne qui est très large, qui est importante, qui se mobilise avec des actions très concrètes. Il ne faut pas toujours voir... En Indonésie, le problème est plus complexe. Mais bon, c'est un archipel, c'est plus difficile. Mais réellement, il y a une prise de conscience au Brésil très forte de la part d'une grande partie de l'opinion publique sur le capital que représente l'Amazonie. Et je crois qu'il faut croire à cette mobilisation qui n'est pas du tout dérisoire.
Jean-Louis Bourlange. Non, je ne voudrais pas que vous avez remarqué que les deux personnes qui ont répondu à cette tribune à la question très pertinente qui a été posée sont les deux femmes. Je ne voudrais pas que vous en dégagiez une conséquence abusive qui est que nous avons, cet nouvel esprit public, fait une contribution sauvage au test sur l'intersectionnalité. Tu lances l'éco-virilité. J'espère que l'écho viril n'est pas un homme déconstruit, parce que sinon il serait obligé d'épouser Madame Rousseau. S'il vous plaît, là-haut, vous avez un micro, je crois. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation des enjeux de la COP26. J'aurais une question sur comment à la fois conjuguer les enjeux de politique industrielle en France, qui posent des questions à la fois sur le maillage territorial français, mais aussi des questions de souveraineté, avec une politique de développement durable. Monsieur Bavrez avait souligné l'importance des océans. Or, il me semble que dans une des dernières interventions du président, celui-ci avait parlé de l'exploitation des minerais dans les océans. Or, ce sont des activités extrêmement destructrices pour les écosystèmes. Question sur les activités industrielles, c'est une question avec du poil sur la poitrine, c'est pour les hommes. Nicolas. Alors, d'abord, je ne suis pas le porte-parole du président Macron, mais il n'a pas parlé d'exploitation des... Tout peut arriver. Je crois qu'il n'a pas parlé d'exploitation des océans, mais d'exploration des océans. Alors, on peut s'interroger, il y avait deux dans la liste des 15 secteurs du plan France 2030. C'est vrai qu'il y en a deux qui étaient un peu étranges. C'était la culture avec la défense de l'exception culturelle, et puis cette exploration des fonds sous-marins. Mais pour lui, c'était bien de l'exploration, me semble-t-il, et pas de l'exploitation. Alors ensuite, la question qui est posée de comment est-ce qu'on réindustrialise tout en étant dans une logique de développement durable, je crois précisément qu'il y a là une occasion qui est assez unique. La France a perdu son industrie. On s'aperçoit que l'idée d'avoir une industrie sans usine et sans ouvriers est évidemment une absurdité, que l'industrie, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'innovation, c'est aussi les emplois bien rémunérés, et c'est important aussi pour les exportations. Donc, il faut réindustrialiser, mais il faut le faire évidemment sur un mode qui soit compatible avec l'environnement. Et c'est pour ça que le nucléaire peut être très important pour la période de transition. C'est parce que on peut tout à fait aujourd'hui faire monter une industrie qui soit compatible avec l'environnement. Et la France a des atouts pour le faire, parce que si vous regardez dans les atouts de notre tissu industriel, c'est vrai que il y a quand même des vraies compétences en matière de transport, d'énergie, de gestion des villes, de gestion de l'environnement. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a une occasion à ne pas rater. Lucille Schmid. Oui, sans poil sur la poitrine, bien sûr. Mais non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien d'automatique. En fait, le sujet, c'est que souvent, il y a une forme de pensée magique. C'est-à-dire qu'on dit, on va passer d'un modèle industriel à un autre. Et évidemment, ça représente d'énormes efforts de recherche-développement d'avoir une industrie verte. Et puis, ça représente aussi sans doute des renoncements. Et ça pose la question de la décroissance de certains secteurs. Ça pose donc, tout à l'heure, Jean-Louis Bourlange disait, le modèle n'est pas clair. C'est vrai, le modèle n'est pas clair. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut aller sur la décroissance ou maintenir une croissance verte? C'est un enjeu très essentiel entre écologistes. Je voulais donner un exemple. Par exemple, lorsqu'on ferme la centrale à charbon au Havre, il y avait 4 centrales encore en France, on va installer pas très loin une usine de fabrication de pales d'éoliennes, et je trouve que ça, c'est intéressant. Après, ça pose aussi la question de l'économie circulaire, des pollutions, etc. Sur la question de l'océan, tout à l'heure, Béatrice Gibelin a dit des choses vraiment très, très, très fortes, c'est-à-dire que quelque part, l'océan, comme on ne sait pas ce qu'il y a sous la mer, on a tendance à dire, mais allons-y. De plus en plus de navigateurs, ceci dit, font l'inverse, et notamment lors du Vendée Globe, et ont un point de vue écologique. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on va développer, par exemple, l'éolien en mer, et il y a à imaginer la façon dont on respectera la biodiversité lorsqu'on va le faire. Il n'y a donc rien d'automatique, et tout le sujet, c'est d'aller dans le détail des processus industriels, de façon à ne pas rester dans le slogan de l'industrie verte. Autre question.
Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour l'éclaircissement de la situation de la gauche en France en ce moment. Et je me demandais comment on pouvait, dans le paysage politique, comprendre l'attraction exercée par les figures comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, donc les extrêmes en France. Alors, sur cette question, le spécialiste des extrêmes, c'est Jean-Louis Bourlanges. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Alors, Jean-Louis n'a pas entendu la fin. Comment est-ce qu'on explique l'attractivité des extrêmes? Oh, c'est une thèse très ancienne, ça, qui avait été faite notamment par Jean-Pierre Faye, quand il avait analysé la montée du nazisme, en montrant que l'axe politique n'est pas un axe linéaire, mais c'est un axe en fer à cheval, avec comme un aimant, avec des passages aux deux extrêmes, parce que ça correspond fondamentalement à une attitude radicale, donc révolutionnaire, autoritaire, avec une fascination pour la violence, tout un ensemble de choses qui sont effectivement étrangers au centre. Donc l'un des problèmes qui se posent dans la société française aujourd'hui, c'est ce qui avait été la thèse d'ailleurs de Sarkozy et de Buisson il y a une quinzaine d'années, c'est de dire, notamment il s'en prenait à des gens comme moi, des centristes, donc des centristes, une espèce de mollassons au centre, etc. Il dit on n'a rien à foutre de vous, parce que ce qui compte, les gens passent de la droite à la gauche, de gauche à la droite, et ne prennent pas la case centriste. Et donc, c'est vrai que toutes ces valeurs d'autorité, de réaction, de révolution, c'est la même chose, ça crée quelque chose de particulier. Et au bout du compte, on voit bien que maintenant, le grand problème, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la gauche, le grand problème, c'est pas que Macron a aboli le droit-gauche, c'est que nous avons une organisation ternaire de la vie politique, avec une extrême droite, une extrême gauche, qui sont très proches sur le plan méthodologique, même si les uns sont plutôt tournés à gauche vers la révolution et les autres à droite vers un identitarisme national, et au milieu, toute une culture qui est la culture qui avait été définie par Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre comme libérale, sociale, européenne, en tout cas profondément respectueuse de l'état de droit, et dont le modèle historique, je dis ça parce que c'est le grand auteur que nous révérons en commun, Nicolas et moi, et d'ailleurs beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire Raymond Aron. Donc on a cette présence, cette cohérence qui va effectivement du centre-gauche au centre-droit, et qui existe et qui est tout à fait original. Ce qui est anormal, c'est d'avoir identifié le bloc de droite et le bloc de gauche. Quand on part de René Raymond, quand René Raymond dit il y a trois droites, la droite bonapartiste, la droite orléaniste, la droite légitimiste. En réalité, il n'y a qu'une seule droite de droite dans ce qu'il dit, la droite légitimiste, c'est-à-dire le refus de la révolution, le refus du libéralisme. Joseph de Maistre, cette droite s'effondre au moment de l'affaire Dreyfus, elle réapparaît sous Pétain, elle réapparaît avec Zemmour, indiscutablement. Mais les deux autres droites sont des droites de gauche. L'orléanisme, c'est quelque chose qui accepte la Révolution française. Louis-Philippe était à Jemmapes, si je me rappelle bien, lui avoir rencontré. Et le bonapartisme, c'est évidemment une synthèse de la Révolution, une synthèse autoritaire de la Révolution. Alors, le bonapartisme, on le met à part, mais il y a une désagrégation qui est tout à fait logique entre le centre droit et la droite profonde, et c'est ça qui... peut-être l'un des... Alors, je dis encore un mot. Peut-être l'un des problèmes que pose Zemmour, et l'un des problèmes qu'il nous pose à des gens comme moi, comme ceux qui sont au centre, ceux qui vont voter Macron, etc., c'est que probablement Zemmour réussit quelque chose d'assez fortiche. Ça ne durera pas peut-être, mais c'est assez fortiche, qui consiste à identifier le légitimisme et le bonapartisme. Et ça, c'est une synthèse ou un compromis
qui est assez préoccupant, assez décapant, c'est-à-dire l'autoritarisme d'État du bonapartisme avec des valeurs réactionnaires, identitaires et antilibérales issues du légitimisme. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voulais simplement dire que dans l'attractivité des positions extrémistes, c'est l'idée, ils disent enfin le vrai, ils osent, ils n'ont aucun tabou, ils sont donc courageux. Et c'est ce type d'analyse qui fait que on va les croire pendant un moment, on va les suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche une partie des gens qui n'avaient plus envie d'aller voter. Et ils visent une sorte de mobilisation d'abstentionnisme. C'est ce qu'on entend dans les gens qui disent « Ah ben moi, écoutez Zemmour, oui, ce qu'il dit, c'est vrai, lui, il a le courage de le dire, il ose, voilà, il n'a aucun tabou, et ça me donne envie de retourner, d'aller voter », ce qui n'est nullement rassurant, mais je pense que c'est un peu ça. Quant à la forte attractivité de Mélenchon, à mon avis, on n'est plus dans la configuration de 2017. C'est quand même sa 3e candidature. Il est quand même un peu usé, il marche sur les 70 ans. Voilà, je ne crois pas. Je crois pas vraiment. Nous aussi, moi je les ai dépassés, mais moi je suis pas candidate. Oui, voilà. Nobody is perfect. Oui, je pense que Béatrice a sûrement bien vu la motivation des gens qui sont des électeurs potentiels de ces extrêmes. Mais sur les acteurs de ces extrémismes, j'aurais un regard plus sévère, je dirais. J'avais 20 ans en mai 68 et j'étais étudiant en sociologie à Nanterre. Déjà, le gouvernement... Tous les vices. Vraiment tous les vices. Le gouvernement devrait me faire une pension et le musée de l'Homme prendre une option sur ma dépouille, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais intervenir. C'est juste, j'ai fait, comme on dit, puisque c'est comme ça qu'on dit, mai 68 avec Paul Ricoeur. C'est-à-dire avec, non pas un centriste, mais avec un réformiste, un homme qui s'était profondément attaché à la réforme de l'université, qui avait dans l'espoir que Nanterre serait l'exemple de cette réforme qu'il souhaitait, qui avait quitté la Sorbonne, ce qui, à l'époque, dans la hiérarchie universitaire, était une chose absolument inouïe. C'était une démarche franciscaine. Il avait dirigé à la revue Esprit un numéro qui s'appelait « Réformer l'université », qui avait été un des plus grands succès de vente de la revue. Et donc, il s'agissait de saisir l'occasion de mai 68 pour faire avancer cette réforme. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer à quel point Paul Ricoeur disait qu'on avait créé un parti de cocu, à quel point nous avons peu pesé dans l'histoire de mai 68. Mais par contre, j'ai vu ceux qui venaient, qui nous ont empêchés, si je puis dire, qui ont été les obstacles les plus difficiles. Il y en avait beaucoup au gouvernement, mais il y en avait aussi dans ces mouvements d'extrémisme. Et je dois dire que j'avais, à ce moment-là, l'impression que parmi les dirigeants de ces mouvements extrémistes, une quantité d'arrivistes absolument considérable. Et que ce que j'ai vu par la suite, parce que je peux mettre des visages et des noms sur ceux qui ont quitté l'extrême gauche, notamment pour devenir ce que j'appelle des trotskistes à but lucratif, et qui ont admirablement réussi. Je pense à l'un d'entre eux qui est dans la com et qui coûte fort cher. Je pense à d'autres qui sont dans d'autres professions ou dans le journalisme ou ailleurs. Et je pense qu'il y a d'ailleurs des parallèles qu'on peut faire avec certains univers artistiques, la manière dont, par exemple, quelle que soit la qualité de son œuvre de chef et de compositeur, mais dont Pierre Boulez s'est arrangé pour se faire remarquer. Il s'agissait de se faire remarquer. Quiconque veut faire carrière doit d'abord se faire remarquer. Et pour se faire remarquer, en France en tout cas, il faut absolument être dans le radicalisme, qu'il soit d'extrême droite ou qu'il soit d'extrême gauche ou qu'il soit dans l'avant-garde quand il s'agit des artistes. Donc voilà, je n'ai pas trouvé beaucoup, je ferai quelques exceptions, comme celle d'Henri Weber, que j'ai connu trotskiste, puis sénateur, avec un long parcours, mais qui était quelqu'un dont je crois... dont la camaraderie manque, me semble-t-il, à ceux qui l'ont connu, et quelqu'un était aussi qui s'est trompé de bonne foi, si je puis dire, et qui n'a jamais cherché, comme beaucoup d'autres de ses camarades, à tromper les autres. Voilà, pardon, je vous ai entraîné dans les souvenirs personnels. Nicolas. Je voulais juste
ajouter quand même que cette question du populisme, c'est pas une question qui est franco-française. C'est-à-dire que toutes les démocraties, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec Trump, aujourd'hui, toutes les démocraties ont quand même été prises dans cet embardé. Pourquoi ? Parce que, comme dans les années 30, on a à la fois une grande crise économique, la mondialisation, la montée de la Chine, maintenant des pandémies. Donc finalement, en l'espace de 20 ans, les démocraties occidentales ont perdu le contrôle de l'ordre mondial avec les guerres perdues qui ont succédé aux attentats de 2001. Elles ont perdu le contrôle du capitalisme avec le krach de 2008. Et puis elles ont même perdu le contrôle de leur santé avec la pandémie de Covid. Donc ça a produit, et on sait toujours que c'est le danger premier pour les démocraties. Partout, on a eu donc déstabilisation de la classe moyenne, atomisation des individus qui sont de plus en plus individualistes, et puis une double, ensuite, polarisation, radicalisation, fascination pour la violence. Alors, ça, c'est partout. Il suffit de regarder l'état de dégradation quand même de la démocratie américaine qui est très préoccupant. Chez nous, de fait, il y a deux particularités. Il y a l'héritage de la Révolution française qui est la prime à la radicalité à gauche, et puis ce qui a été rappelé par Jean-Louis Bourlanges, c'est-à-dire le fait qu'on a à droite toujours il y a une partie minoritaire normalement de la droite française qui est une partie réactionnaire et qui pour le coup est aussi l'enfant de la Révolution mais dans le camp adverse. Et donc, évidemment, ça revisite cette histoire et cette particularité. Mais le moment populiste n'est pas un moment purement français. Merci. Je crois que ce sera la dernière question, moins que je ne vois plus d'autres bras qui se lèvent. Monsieur. Bonjour. Je vous remercie pour cette émission. Une petite question dont la réponse nécessitera peut-être une autre émission. Concernant le nucléaire. Donc, le nucléaire, c'est certainement une bonne idée, mais dans les pires ennemis du nucléaire, ce ne sont certainement pas les écologistes. J'en vois plutôt deux autres. Le premier étant it's the economic, stupid, comme dirait un ancien président. Le fait qu'il n'y ait pas de marché pour le nucléaire, le fait que dans le monde entier, on ne voit pas de développement de cette offre et encore moins de cette demande, à part des centrales qui se sont développées en Chine, autofinancées par la Chine ou autofinancées par la Russie pour être données en mode public partnership à la Hongrie ou à la Turquie. Donc, le vrai problème de fond qui est ce problème économique, et un autre problème encore plus important sans doute qui est la physique elle-même, qui fait que le CEA a décidé d'abandonner le projet Astrid, qui était le successeur de Phoenix, de Super Phoenix. Et s'ils l'ont abandonné, ce n'était pas pour faire plaisir aux écologistes, c'est parce que physiquement, on a des difficultés à y arriver, les mêmes difficultés physiques qui font qu'on a des difficultés à construire un EPR, et on peut décider de prendre 9 femmes pour faire un enfant en un mois parce qu'on va paralléliser, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas très bien. De la même manière, pour construire des centrales nucléaires à l'heure actuelle, c'est des choses qui prendront des dizaines d'années, et qui donc ne semble pas répondre à l'urgence écologique dont vous avez parlé. Donc si vous pouvez me donner votre opinion sur ces deux problèmes, le problème économique et le problème physique. Alors je confirme que votre question pourrait faire l'objet d'une autre émission, et que cependant nous allons essayer de faire de brèves indications. Lucille Schmid, Nicolas Bavrez ensuite. Alors peut-être deux choses. D'abord, c'est vrai qu'avec la transition énergétique, ce qui est clair, c'est qu'il faut d'abord sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Et ça, c'est un point qui est trop peu souligné en France, c'est-à-dire qu'on dépend encore pour 70% des énergies fossiles dans notre consommation énergétique. Et donc la montée en puissance de l'électricité dans le modèle énergétique, c'est-à-dire on dit qu'il y aurait plus de 20% en fait d'électricité nécessaire d'ici 2035, ça implique une augmentation de la production électrique. Du coup, le débat sur la question du nucléaire et des renouvelables est un débat qui, ça a été rappelé par Nicolas Bavrez, à court terme, n'a pas grand sens parce qu'on ne peut pas sortir du nucléaire et il faut faire monter en puissance les renouvelables. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le débat sur le nucléaire est un débat
où soit on est un adversaire farouche du nucléaire, soit on y adhère d'une manière inconditionnelle. Et je trouve que ce qui serait très intéressant, moi j'ai plaidé là-dessus à plusieurs reprises, c'est qu'on ait un débat énergétique sur l'ensemble des questions énergétiques informé, un débat public et citoyen, qui permette de voir au fond quelles sont les limites, les inconvénients et les avantages du nucléaire dans une période de transition. Je rappelle là-dessus que la Cour des comptes s'y penche depuis 2012 et a notamment sur le plan économique, pour vous apporter une brève réponse, dit qu'effectivement le nucléaire ne serait plus compétitif par rapport à la montée en puissance du renouvelable, mais actuellement il y a quand même des prix garantis en fait sur la question du renouvelable. Donc le sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un prix juste en fait de l'énergie, de l'électricité et comparer réellement nucléaire et renouvelable. Je rappelle aussi que la Cour des comptes avait très clairement dit que le nucléaire présentait des risques particuliers, notamment ne pouvait pas être assuré pour le risque d'accident et sur la question des déchets. Et ça, c'est des choses qui sont absentes du débat public, mais sont aussi dans le débat aujourd'hui les limites des renouvelables, et notamment d'une montée en puissance accélérée, intense, par rapport à la biodiversité, à l'occupation de l'espace, et par rapport également à la question de l'association des citoyens à la décision énergétique, lorsqu'il s'agit de mettre en place une production d'électricité déconcentrée, où au fond chacun peut se dire mais est-ce que j'aurai une éolienne juste à côté de chez moi, ou est-ce que mon paysage sera quelque part bouleversé par l'éolien, ce qui n'est pas quelque chose qui était dit sur le nucléaire. Donc avantages et limites de chaque production d'électricité, mais surtout s'apercevoir que pour produire de l'énergie, les choses ne sont pas invisibles, que ce sont des industries, et que, au fond, l'industrie écologique, c'est un sujet sur lequel il faut discuter, effectivement, en ayant des connaissances scientifiques, vous nous le rappelez, la physique, mais aussi la biodiversité, la question de la nature, etc. Nicolas Bavrez. Alors, est-ce que le nucléaire est en réduction accélérée dans le monde? Réponse non pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt très très fort après la catastrophe de Fukushima, surtout, avec un certain nombre de pays qui ont décidé de sortir. Mais pour l'instant, on a plutôt un réinvestissement dans le nucléaire, et qui n'est pas seulement le fait de régimes comme la Chine ou la Russie. Est-ce qu'il y a un problème économique du nucléaire? Vous avez absolument raison, c'est-à-dire que le degré de sécurité a été légitimement beaucoup réévalué depuis Fukushima, et donc il est certain que Flamanville est un énorme problème industriel et économique. Comment est-ce qu'on va arriver à rentabiliser une machine qui va donc coûter plus de 12 milliards d'euros alors qu'elle était censée en coûter autour de 3, et qui va finir par prendre 12 années de travaux alors qu'on était censé en faire 3 ou 4. Il est certain qu'en tout cas, le modèle, on ne peut pas réinvestir dans le nucléaire si on doit avoir multiplier des Flamanville à 12 milliards d'euros. Donc, le problème qui est posé, il y a un problème de stratégie, mais qui est en fait maintenant assez bien réglé pour la France, parce que c'est vrai que la solution est finalement très bien détaillée dans le rapport de RTE, c'est-à-dire qu'il va falloir investir dans le nucléaire, et il va falloir faire monter les renouvelables, et le couple nucléaire-renouvelable permet d'avoir une transition qui est efficace et stable. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce nouveau nucléaire. Est-ce que ce sont des EPR sur un modèle industrialisé et moins coûteux? Est-ce que ce sont des petits réacteurs, sachant que l'intérêt des petits réacteurs, c'est qu'ils sont beaucoup plus facilement exportables, et qu'ils ont été faits pour remplacer des centrales à charbon, et ils répondent donc à la priorité qu'a indiqué Lucille Schmitz. C'est que la priorité pour l'instant, si on veut faire de la transition écologique, c'est déjà de sortir du charbon. Encore faut-il pouvoir le remplacer. Le remplacer par du gaz, on baisse de moitié les émissions. Si on le remplace par du nucléaire, on gagne beaucoup plus. Donc voilà la manière dont ça se présente pour la France. Et la dernière chose importante, c'est que pour cette partie de transition, il y a un point sur lequel on peut jouer, qui n'a pas été tranché pour l'instant en France, c'est qu'il se trouve que les centrales ont été plutôt bien construites, et qu'évidemment, sous réserve
l'autorité de sécurité le permette. Aujourd'hui, on estime qu'on peut porter la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans, à condition effectivement de faire un certain nombre d'investissements. Ça, c'est vrai que c'est très efficace pour gérer cette partie de transition. Ce qu'on sait maintenant, c'est démontrer ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le choix allemand qui est de sortir du nucléaire pour aller vers le charbon. Ça, si vous voulez, le résultat, il est connu, c'est que aujourd'hui, il y a 50 grammes de carbone en France par kilowattheure et il y en a 380 en Allemagne. Béatrice Gibelin. Je voudrais juste rappeler que l'accident de Fukushima qui a entraîné effectivement la décision d'Angela Merkel d'arrêter le nucléaire, c'est pas un accident nucléaire, c'est un tsunami. Et que si la corruption n'avait pas fonctionné au Japon, jamais cette centrale n'aurait dû être construite sur le littoral. Le premier projet était d'être construit de l'autre côté de la montagne. Seulement tirer les lignes à haute tension était beaucoup plus élevé. Et c'est l'entreprise TEPSCO qui est responsable de cette affaire-là. On oublie toujours de le rappeler. C'est une erreur d'installation qui avait été, avec une mobilisation sans doute insuffisante de la population, qui s'était opposée à l'installation de cette centrale à cet endroit-là. Et donc, c'est le tsunami qui fait l'accident nucléaire, c'est pas la centrale elle-même qui a une défaillance. Je pense que c'est important à rappeler et que l'arrêt à Crémaville de toute cette recherche qu'on avait lancée, maintenant c'est l'arrêt d'Astrid, c'est aussi peut-être une forme de confusion ou d'utilisation malencontreuse entre un nucléaire militaire et un nucléaire civil. Et je crois qu'on a perdu une certaine forme de savoir-faire dans la recherche nucléaire française. Jean-Louis Bourlange. Oui, 3 petites remarques. La première, c'est que effectivement, nous sommes, je crois, en train de sortir du manichéisme sur le nucléaire. Il y avait des tout-nucléaristes, il y avait des anti-nucléaristes. Ce qu'on voit, personne, il vient à l'idée de personne de nier que le nucléaire, c'est pas une énergie renouvelable. Que ça présente des risques industriels, des risques d'abord d'approvisionnement en uranium importants, que le coût va être de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on prend pleinement en compte la sécurité, et que le risque industriel existe, et qu'on a en plus le problème des déchets. Tout ça, c'est très lourd. Alors le chlore aussi, hein, le risque industriel. Il y a des villes où il y a une usine de chlore. Si l'usine de chlore explose, la ville disparaît. Donc tout ça est très lourd. Simplement, nous sommes confrontés à un problème massif qu'est le réchauffement climatique, et ça, c'est absolument fondamental d'utiliser le nucléaire. Donc, et c'est ça qui revient. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a eu tort de ralentir nos investissements, notre réflexion, de perdre notre savoir-faire en matière nucléaire. Ça, c'est vraiment le mauvais côté des écologistes qui nous ont fait prendre un retard important alors qu'on avait un savoir-faire exceptionnel et il faut le reconstruire. Aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Nous sommes, quand on compare nos émissions de carbone par rapport à ceux des Allemands, nous sommes évidemment bien meilleurs qu'eux. C'est d'ailleurs une situation, je me permets d'attirer votre attention là-dessus, qui est très délicate à gérer. Parce que les Allemands ont l'habitude d'être meilleurs que nous. Et donc, ils sont très contents. Ils nous expliquent que si on les imitait, ça irait mieux. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner psychologiquement de leur part de reconnaître que c'est nous qui sommes dans le rôle du pharisien et eux qui sont dans le rôle du publicain. C'est un jeu de rôle auquel nous ne sommes pas habitués avec les Allemands depuis 40 ans, puisque depuis 40 ans, les Allemands pensent, comme Nicolas Bavrez, que les Français sont nuls et que les Allemands sont meilleurs. Alors, troisième remarque, c'est que, en vérité, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne maîtrise absolument pas toutes les interactions de tout ce qu'on fait. Vous donnerez un exemple précis. Le tout électrique, qu'est-ce que c'est que le tout électrique ? Quelqu'un disait à juste titre qu'une voiture en tout électrique en France et une voiture en tout électrique en Allemagne, c'est absolument pas le même coût, la même empreinte carbone, puisque l'électricité allemande est d'origine charbonnière et que la nôtre est d'origine nucléaire. Mais d'une façon générale, que ce soit le numérique, que ce soit même les terres rares, tout ce qui doit former la matière de notre modèle économique et social dans 20 ans, nous sommes absolument
dans le brouillard, nous n'arrivons absolument pas à avoir une perception globale, cohérente de tout cela, et on improvise des choses qui vont se traduire forcément par des à-coups très violents, et notamment, puisqu'on fera affaire de plus en plus à des ressources énergétiques intermittentes, comme l'éolienne, à des risques de pénurie, de rupture d'approvisionnement extrêmement grave. Je trouve qu'on marche tout droit vers ce qu'on ne voit pas. Il faut le dire à Bayrou, bien sûr, puisqu'il est au commissaire au plan. Je vais lui en parler dès demain. Merci à tous. Merci à Christian Sory et à Marc Herès qui ont enregistré ce BADA. Merci à l'École alsacienne qui nous a accueillis et merci au public dont les questions ont nourri cet entretien qui est donc en ligne 3 jours après l'enregistrement de l'émission elle-même. Merci, à bientôt.